Bienvenue dans ce webinaire sur la gestion quantitative de l'eau sur le bassin Adour-Garonne. Et pour information, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay sur notre site avec les supports de présentation aussi. Donc pour me présenter rapidement, je suis Maëlys Moreau, je suis coordinatrice eau et biodiversité au sein de France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées. Et je coordonne notamment le programme Sentinelle de l'eau qui nous permet de vous proposer ce type de webinaire, mais aussi des formations, des séminaires en présentiel et autres projets spécifiques sur l'eau. On coordonne ce programme avec FNE Nouvelle-Aquitaine sur l'ensemble du bassin versant Adour-Garonne et c'est un programme qui est soutenu par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Donc, dans ce webinaire, on va parler gestion quantitative de l'eau. Après une courte introduction, on aura une intervention de Hervé Ourcade, qui est juriste à FNE Occitanie-Pyrénées, sur le cadre légal et réglementaire de la gestion quantitative de l'eau, la gestion structurelle et la gestion en période de sécheresse, gestion de crise. Et on aura l'intervention de Nicolas Hébert de l'Agence de l'eau Adour-Garonne sur la présentation du nouveau modèle économique de soutien d'étiage de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et donc, pour commencer, quelques propos introductifs sur la gestion quantitative. On le sait, la gestion quantitative, elle est de plus en plus difficile et de plus en plus source de tension du fait de la crise hydrique croissante auquel on est confronté. Et le bassin Adour-Garonne, il est particulièrement vulnérable à ces effets du changement climatique. Donc, c'est ce qu'on va voir. La première idée clé à retenir ici, c'est qu'aujourd'hui, à l'étiage, donc au moment où les débits des cours d'eau sont les plus bas, on est confronté à un déséquilibre hydrologique entre les besoins et les ressources en eau superficielle. Et ce déséquilibre, il est prévu de quasiment quadrupler à horizon 2050 par les seuls effets du changement climatique. Donc ça, c'est les prévisions qui sont dans le diagnostic du plan d'adaptation au changement climatique du bassin Adour-Garonne. Donc ça s'explique par plusieurs phénomènes, constats et prévisions, notamment les précipitations. Alors il n'est pas prévu d'évolution sensible des précipitations sur le bassin Adour-Garonne entre aujourd'hui et 2050. Aujourd'hui, sur le territoire, on reçoit environ 90 milliards de mètres cubes par an en termes de précipitations et elles vont rester dans cet ordre de grandeur-là en 2050. Mais ce qui va diminuer, ça va être les pluies efficaces, les pluies qu'on va pouvoir utiliser, qui ne seront pas évaporées par les sols, par la végétation. Et donc, elles vont passer de 36 milliards de mètres cubes par an à 25 milliards de mètres cubes par an. Donc ça, c'est pour les précipitations. Il va y avoir aussi une baisse des débits, donc une baisse des débits naturels des cours d'eau qui est estimée à entre 20 et 40%. Elle pourra même aller jusqu'à moins 50% en période d'étiage. Donc en période où les débits sont les plus bas, ça va être des périodes qui seront plus longues, plus précoces aussi, elles arriveront plus tôt dans l'année et plus sévères. Et une tendance aussi à la baisse de la recharge des nappes. Donc on voit que la ressource, elle va être de moins en moins disponible, ce qui va créer aussi ce déficit dans l'hypothèse d'usage constant, de stock constant et d'objectifs environnementaux constants aussi. Donc on le voit sur ce graphique ici, on a le débit en fonction du temps, mois par mois, de juin à novembre, sur la période où les eaux sont les plus basses dans les cours d'eau. On a en rouge le DOE, c'est le débit objectif étiage. Ça, c'est des débits qui sont fixés politiquement, qui sont arrêtés dans les SDAG, et c'est des outils de gestion. En fait, quand on est au-dessus de ces débits, dans le cours d'eau, les différents usages, la coexistence entre les différents usages et les besoins du milieu sont assurés. Et quand on est en dessous, c'est pas le cas. Et donc, on voit ici que sur les débits actuels en bleu, donc c'est des estimations de débit 2018, on est en dessous de ce DOE sur la période août-septembre. Donc, le déficit est estimé à entre 200 et 250 millions de mètres cubes à l'étiage. Et il est prévu en 2050, sur la courbe verte, donc le débit 2050, qu'on dépasse encore plus ce DOE et aussi sur une période plus prolongée. Donc là, le déficit il est estimé entre 1 à 1,2 milliard de mètres cubes. Donc pour pallier ce déficit, il va falloir qu'on ait des objectifs de sobriété, de changement de pratique aussi. On va s'intéresser pour ça à la demande, au prélèvement et aux consommations. Donc, quand on parle de gestion quantitative, c'est important de faire la distinction entre prélèvement et consommation, parce que ça renvoie à des contraintes différentes.
Donc les prélèvements, c'est l'eau qui est captée, toute l'eau qu'on capte et qui est retirée du milieu. Les consommations, ça va être l'eau prélevée qui n'est pas restituée au milieu. Donc toute l'eau qui va être utilisée et consommée. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, vous l'avez ici là sur les camemberts de gauche, sur le bassin Adour-Garonne, sur une moyenne entre 2010 et 2021, les prélèvements ils représentaient 1941 millions de mètres cubes et les consommations quasiment la moitié, avec 1046 millions de mètres cubes. Pour illustrer la distinction entre les deux, on peut utiliser l'exemple du secteur de l'énergie. Donc le refroidissement des centrales nucléaires notamment, qui demande beaucoup de prélèvements. Ça représente 10% sur le bassin d'Eau-Garonne, mais à l'échelle nationale, on est plus aux alentours de 50%. Et pourtant, ça va représenter une plus petite part dans la consommation, 3% ici, parce que la majorité de l'eau qui est prélevée pour le refroidissement est restituée au milieu, mais n'est pas consommée. Donc, si on s'intéresse aux contraintes qu'entraînent les prélèvements et les consommations, pour la consommation, c'est plus une contrainte sur la durée, c'est une perte nette pour le milieu. Donc, ça va engendrer des déséquilibres des écosystèmes qui dépendent de la présence de la ressource et quand les volumes consommés sont trop élevés. Et on voit ici que le secteur qui est le plus à enjeu, c'est le secteur de l'agriculture qui représente 81% des consommations. Et si on s'intéresse au prélèvement, la contrainte, elle va plus être immédiate au moment critique de la période d'étiage, donc au moment où la ressource est le moins disponible. Ça va créer des problèmes de sécurité d'approvisionnement pour les différents usages et aussi pour la satisfaction des besoins des milieux. Donc là, c'est sur les deux camemberts de gauche, on a comparé les volumes prélevés annuels aux volumes prélevés en période d'étiage. Et on voit ici que là où l'agriculture représente en vert 43% des volumes prélevés dans l'année, en période d'étiage, c'est le secteur qui prélève le plus, et donc à hauteur de 70% des prélèvements, et donc qui exerce une pression la plus élevée sur la ressource à ce moment-là. La ressource en fait qui est prélevée par l'agriculture, elle est quasiment totalement consommée. C'est pour les surfaces d'irrigation et cette irrigation, elle concerne 10% des surfaces agricoles utiles. Donc ça va nous amener aussi à repenser nos usages, nos objectifs de sobriété et nos pratiques agricoles, notamment plus développer l'agroécologie. Et pour ça, donc, je vous invite à consulter le rapport de France Stratégie sur la demande en eau à horizon 2050, donc, qui étudie plusieurs scénarios politiques et aussi plusieurs projections climatiques. Et dans ce scénario, dans ce rapport, il est notamment dit qu'il y a un seul scénario qui permet de contenir les consommations en eau à horizon 2050 à un niveau proche de celles où elles sont en 2020. Ce scénario, c'est le scénario de rupture qui est caractérisé par un usage sobre de l'eau et différentes mesures, et donc notamment le développement de pratiques agroécologiques, une croissance régulée des surfaces équipées en irrigation, et voilà, et la sobriété sur les usages de l'eau. Donc, je vous ai remis le lien de ce document en fin de diapo, et vous aurez les diapos à la fin du webinaire. Et je vais conclure sur ça et laisser la parole à mon collègue Hervé Ourcade qui va vous présenter maintenant le cadre légal et réglementaire de la gestion quantitative de l'eau sur le bassin de Garonne et son organisation. Donc moi je vais vous faire une double présentation. Donc à peu près là sur les trois quarts d'heure qui viennent jusqu'à à peu près 18 heures. Une première partie, ça sera sur la gestion structurelle de l'eau et notamment je vais axer principalement sur ce qu'on appelle la réforme des volumes prélevables. Donc à peu près pendant une vingtaine de minutes. Si vous le voulez bien, on prendra 5 minutes pour essayer de répondre à quelques-unes des questions avant de partir sur la gestion conjoncturelle ou dite de crise, ou on appelle ça aussi plus communément les arrêtés sécheresse, sur la deuxième partie. Et là, donc, ça sera peut-être à peu près équivalent ou un peu moins longtemps. Et puis, on prendra aussi 5 minutes pour répondre aux questions avant de passer au nouveau modèle économique.
Donc je commence sur la gestion structurelle. Alors c'est un peu délicat hein, de vous présenter en 20 minutes quelque chose qui pourrait prendre à minima une journée pour être suffisamment précis sans être exhaustif. Donc je vais essayer de vous restituer un contexte et des fois malheureusement il faudra passer vite. Il y a des personnes qui peut-être dans l'auditoire ont une bonne connaissance du sujet, donc vous comprendrez que certes tout ne pourra pas être abordé. Donc, bien entendu, je commence par là. Le cadre européen, puisqu'on s'inscrit dans un État qui est membre du coup de l'Union européenne et qui doit notamment respecter un certain nombre de directives européennes dans le domaine de la protection de l'environnement. Et la première qui sera ici concernée, c'est ce qu'on appelle la directive cadre sur l'eau, du coup de 2000, qui va fixer un cap initialement fixé à 2015, qui a été reporté à 2027, donc dernière échéance 2027 avec des reports dérogatoires. Donc cet objectif, c'est un objectif environnemental qui est assez simple, qui est d'atteindre le bon état des eaux des masses d'eau superficielles, souterraines et côtières qui auront été préalablement identifiées par l'ensemble des États membres. Donc on a eu un travail de diagnostic, d'identification, et ensuite on a fonctionné avec ce qu'on appelle des plans de district, et nous on appelle ça des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, dans lesquels on a intégré ces objectifs environnementaux, d'atteinte du bon état des eaux, de non-détérioration, avec quelques dérogations possibles pour aller très rapidement. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on s'insère qui connaît tous les 6 ans des cycles, donc c'est-à-dire des stages qui sont renouvelés. On est en train de réviser l'actuel stage à Dourgaronne, puisqu'on réfléchit ici à une échelle qui est une échelle cohérente et qui est hydrographique et qui n'est pas une échelle administrative comme on a l'habitude en droit français. Ça, c'est le cadre européen. Ce qu'il faut savoir au niveau du cadre français, c'est quelque chose qui est assez ancien, puisqu'on a une succession de trois grandes lois en droit de l'eau en France. Euh, et donc, principalement, on va s'inscrire dans la dernière en date de 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dite loi LEMA, qui va fixer des grands principes. Et donc, moi, je vais vous en citer que un. Dans l'article fondateur, qui est l'article L211-1 du Code de l'environnement, je suis désolé pour le nom des articles, on y retrouve l'essence même et les principes directeurs, on va les appeler comme ça, du Code de l'environnement et du droit français dans le domaine de l'eau. Donc globalement, on y retrouve à son premièrement un principe global qui s'appelle le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui est vraiment le principe cardinal en droit de l'eau. Et puis au deuxièmement, c'est là où ça va plus nous intéresser aujourd'hui, on y retrouve la fameuse hiérarchie des usages de l'eau, c'est-à-dire que on va, et vous l'avez sous les yeux, je vous l'ai reproduit, ce principe de gestion équilibrée, il s'inscrit dans un objectif qui est prioritaire pour satisfaire quatre domaines, la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation d'eau potable. Donc la priorité a été donnée par le législateur à ces quatre éléments. Et ensuite, dans un deuxième temps. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et donc, on n'est pas sur des usages dits prioritaires. Il faut bien l'avoir en tête, puisque des fois, on a certains acteurs qui le mélangent ou qui le confondent un peu. On doit satisfaire, concilier un certain nombre d'autres objectifs environnementaux qui sont notamment la vie biologique, faune, flore, la conservation du libre coulement des eaux et la protection contre les inondations, la production énergétique, l'agriculture, les loisirs, etc. Donc, retenir qu'on a bien une hiérarchie et que dans cette hiérarchie, on a uniquement santé, salubrité, sécurité civile et alimentation en eau potable. Ensuite, on est sur des objectifs qui sont secondaires et qui doivent être conciliés entre eux, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans cette deuxième catégorie de sous-hiérarchie. Donc, c'est à l'autorité administrative compétente de concilier ces différents intérêts en présence. Ensuite, si on décline un petit peu le cadre national, on a une loi sur l'eau, la deuxième en date, qui est plutôt satisfaisante dans le sens où elle fixe un objectif, une architecture qui est assez bien reproduit dans le code de l'environnement. On a en application là aussi d'un principe directeur qui est que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Bien entendu, l'État doit se doter et doit encadrer toutes les activités qui sont de nature à porter atteinte à ces milieux aquatiques. Donc, milieu aquatique entendu au sens large, aussi bien des prélèvements, des travaux en rivière, des rejets, des atteintes aux zones humides, etc.
Et donc, on a un système qui est assez classique en droit de l'environnement, puisqu'on le retrouve aussi bien sur les évaluations environnementales, mais aussi sur les installations classées. On a une nomenclature, c'est-à-dire un grand tableau dans lequel on a fixé, on a détaillé un certain nombre d'activités qui sont de nature à porter atteinte au milieu aquatique et dans lesquelles on va fixer des seuils, puisque en droit de l'environnement, on fonctionne comme ça, on fixe des seuils qui vont imposer pour la personne qui va déposer un dossier dans le cadre de cette activité, soit de se soumettre à un régime déclaratif qui est assez simple, qui est assez rapide en termes d'instruction de la part des services de l'État et donc de la délivrance de l'autorisation, ce qu'on appelle un récépissé de déclaration. Donc pour les activités, vous l'aurez compris, les moins impactantes, et ensuite un régime d'autorisation qui lui va entraîner nécessairement des études environnementales qui seront plus conséquentes et une instruction plus longue de la part des services de l'État avec un régime par définition d'autorisation et donc une appréciation par l'autorité préfectorale. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être principalement les prélèvements. On pourrait aussi penser à d'autres rubriques en matière de gestion structurelle de l'eau, mais ça va être surtout les prélèvements. Et si on prend l'exemple, si on est dans le cas du sud-ouest et des sous-bassins versants, ça va être les prélèvements agricoles qui vont être les premiers concernés. Pour des prélèvements qui ont des seuils, enfin qui sont en deçà en tout cas de 1000 mètres cubes par an, on aura un régime qui est annexe, qui est lui un régime déclaratif à effectuer en mairie. Je vous ai mis les références du Code général des collectivités territoriales, mais surtout ce qui va nous intéresser, nous, ça va être effectivement le régime au titre de la loi sur l'eau, des rubriques qu'on appelle IOTA. Donc pour expliquer, IOTA, c'est installation, ouvrage, travaux et aménagement. C'est pour ça on utilise aussi beaucoup hein, d'acronymes en environnement et en droit de l'environnement particulièrement. Et donc nous, en matière de prélèvement, on va avoir dans une partie du territoire français cette spécificité d'être plus exigeant, c'est-à-dire de soumettre plus rapidement au régime d'autorisation les prélèvements. Et ça, c'est uniquement dans les zones dites de répartition des eaux, qui datent d'un décret de 1900 dans les années 90, je n'ai plus exactement l'année en tête. Et donc dans ces zones de répartition, on établit déjà qu'on a un déséquilibre entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource, et donc qu'il faut avoir une appréciation, une instruction de la part des services de l'État à partir de 8 mètres cubes par heure en matière de dispositif de prélèvement. Dans ce régime juridique français, on a aussi, et là je vais éviter de rentrer trop dans le détail puisque je pourrais parler longtemps hein, rien qu'avec cette slide sous les yeux, mais on a un principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ça je vous l'ai dit. On a une hiérarchie dans les usages qui a été fixée avec des usages qui sont dits prioritaires. Et ensuite, on a une architecture avec des documents de planification. Donc, vous l'avez déjà en tête, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Et puis, on a une déclinaison, pour faire très simple là aussi, de ce document de planification à l'échelle du bassin par sous-bassin. Et donc, on appelle ça un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Euh, En quoi ça nous intéresse ici? Lorsqu'on est dans un domaine d'une activité qui est soumise à la loi sur l'eau, donc qui s'est soumise soit à déclaration, soit à autorisation, on ne fait pas la différence ici entre le régime qui est concerné. On va devoir regarder bien entendu ce qu'il y a dans le Code de l'environnement, les textes législatifs, donc de loi, ou les règlements, donc réglementaires. Et on va aussi regarder le droit qui est contenu dans ces documents de planification. Et c'est là où c'est un petit peu plus nébuleux, mais dans le SDAGE, on a des orientations fondamentales notamment et des dispositions qui ont une portée juridique à l'égard de ces activités dans le domaine de l'eau, que ce soit des autorisations ou des déclarations. Donc on a des dispositions qui doivent du coup entraîner un rapport de compatibilité. Donc lorsque vous construisez une route, un barrage, que vous effectuez des prélèvements, vous devez être compatible, c'est-à-dire après une analyse globale à l'échelle du territoire. Donc là encore, on est sur une définition qui est assez peu précise. Donc vous devez être compatible avec ce document de planification. Vous devez ensuite, vis-à-vis du SAGE, si sur votre territoire vous avez un SAGE qui existe, ce qui n'est pas encore toujours le cas, mais de plus en plus, vous allez devoir être conforme avec les règles qui sont contenues dans le règlement de ce SAGE. Généralement, il y en a assez peu, de l'ordre de 1 à 3. Et ensuite, vous allez devoir être compatible avec le plan d'aménagement et de gestion durable, le PAGD, de ce SAGE, en l'occurrence. Donc, on a, pour faire très simple, un rapport juridique entre les autorisations qui sont délivrées pour les prélèvements et les documents de planification que sont le SAGE et le SDAGE. Euh,
Avoir en tête que ces notions de compatibilité voilà, entraînent un certain nombre de jurisprudences de la part des juridictions administratives. Je rentre pas dans le détail, mais globalement, le juge administratif est assez peu enclin à retenir un défaut de compatibilité. C'est ça qu'il faut retenir si on ne fait pas du droit de l'environnement, parce que le reste, c'est plutôt des débats juridiques de juristes, et c'est pas toujours intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, et elle a rappelé à plusieurs reprises, elle a rappelé qu'effectivement l'État français était tenu du coup de refuser un projet qui entraînait, qui provoquerait une détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface. Donc on a bien dans la directive cadre sur l'eau des obligations de résultats qui pèsent sur les États membres. Ça c'est important. On n'est pas sur des obligations de moyens. Il faudra bien effectivement que la République française, à échéance 2027, justifie de pourquoi elle n'a pas atteint le bon état écologique sur un certain nombre de masses d'eau superficielles et souterraines. On a aussi un régime dérogatoire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour des motifs d'intérêt général majeur avec des conditions assez strictes qui sont fixées par l'article 4 de cette directive, de déroger pour certaines masses d'eau à ces objectifs environnementaux. Si je rentre un peu plus dans la spécificité de la gestion structurelle, notamment du bassin d'Our-Garonne, bah, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est sur un bassin qui connaît des déficits quantitatifs qui sont parfois identifiés comme importants. Je vous ai reproduit sur la carte de droite un extrait du précédent d'âge qui, dans sa disposition C8, identifiait les sous-bassins versants où on avait des déséquilibres soit importants ou des déséquilibres, donc en rouge important et en jaune des déséquilibres. Et donc c'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle on prélève plus que ce que la ressource ne peut produire. Et effectivement, quand on corrèle un petit peu ces cartes avec des cartes où on a des pressions significatives, notamment qui sont liées à des prélèvements, et notamment des prélèvements agricoles en plaine. On voit des similitudes, bien entendu. Donc les enjeux du bassin à Dour-Garonne, si je prends le sous-exemple de la Charente ou de la Dour, ça va être très principalement des prélèvements agricoles, puisqu'on est de l'ordre de 85-90% des prélèvements durant les périodes d'étiage. Donc les enjeux ils vont être concentrés là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on a fixé comme disposition complémentaire pour tenter ce retour à l'équilibre, en tout cas viser une gestion équilibrée? Tu l'as déjà indiqué, Maïlis, c'est la définition depuis déjà plusieurs âges de débit d'objectifs d'étiage, qui sont des valeurs fixées par ces schémas directeurs. Qui doivent permettre que donc là vous avez une reproduction de ce DOE qui peuvent évoluer d'un stage à l'autre, hein, et qui vont fixer des débits à respecter en période d'étiage et hors étiage. Donc globalement, lorsqu'on respecte ces débits d'objectifs d'étiage 8 années sur 10, on est censé être dans une situation d'équilibre. Et donc là, on n'est pas sous une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, hein, d'où le 8 années sur 10. Et donc on doit tendre, c'est pour ça qu'on utilise aussi cette formulation. Et donc chaque arrêté qui est délivré nécessairement dans chaque bassin versant doit être compatible avec ces objectifs de DO. Et donc ça permet de suivre aussi l'état de chaque masse d'eau superficielle souterraine lorsque ces derniers disposent de DO. Ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir d'autres formes de débit qui sont des débits complémentaires sur lesquels je ne vais pas revenir à ce stade-là. Sur la réforme des volumes prélevables, qui est un peu le point central, finalement, quelque part de mon intervention là, de cette fin d'après-midi, c'est une réforme qui a été impulsée par la loi LEMA de 2006, donc la troisième loi sur l'eau française, qui, pour dire les choses très clairement, tente de passer d'une gestion qui était purement et exclusivement conjoncturelle, où finalement on attendait dans une situation de sécheresse pour appliquer des restrictions, c'est ce que je vais aborder dans un deuxième temps, après cette intervention, à une analyse qui était globale, pas bassin versant, où on s'est posé la question de la disponibilité de la ressource, sachant que, on vous l'a dit, la complexité supplémentaire est que actuellement on a une réduction, ou en tout cas on a des projections qui sont plutôt pessimistes, notamment sur le bassin Indre-Garonne, quant à la disponibilité des ressources, avec des baisses des débits notamment, et des différents usages et des volumes qui sont prélevés pour ces usages. Et donc, on doit arriver dans une situation où finalement on respecte, on retourne à l'équilibre.
Et donc, cette réforme, elle a eu un peu de peine à se mettre en place sur le bassin à Dour-Garonne. Je ferai une petite aparté là-dessus, mais c'est assez important en droit de l'eau. Tout d'abord, il a fallu déterminer des volumes prélevables, puisque c'est quelque chose qui était nouveau à l'époque. Donc, détermination de volumes prélevables qui a été réalisée par les services de l'État, de l'ADREAL, avec, dans certaines situations, notamment l'agence de l'eau et des bureaux d'études qui ont pu fournir ces volumes prélevables. Donc, qui doivent permettre là, bien entendu, de respecter le DE, ce que je vous ai expliqué 8 années sur 10. Ensuite, on a eu nécessairement la révision des autorisations de prélèvement, puisqu'on avait des autorisations de prélèvement historiques qui n'étaient pour certaines pas raccord avec les volumes prélevables, c'est-à-dire la disponibilité de la ressource. Donc là, on a eu une évolution assez importante du processus de délivrance des autorisations de prélèvement agricole, puisqu'on avait des procédures qu'on appelait mandataires, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais globalement, chaque exploitant agricole devait faire remonter chaque année ses demandes auprès de la DDT. Donc on avait une procédure simplifiée. Et donc là, on a une évolution puisqu'on a créé, et c'est là où la plus-value notamment de cette réforme, c'est la création d'organismes uniques de gestion collective pour les prélèvements d'irrigation. Et donc globalement, on a délégué, ça va dépendre des territoires, mais en Adour-Garonne, ça va être surtout des chambres d'agriculture. On a délégué à ces personnes morales le soin de déposer pour l'ensemble des irrigants du territoire concerné des demandes d'autorisation de prélèvement et ces demandes d'autorisation de prélèvement, elles vont faire l'objet d'une autorisation environnementale avec un processus d'autorisation qui fait l'objet nécessairement d'une évaluation environnementale, un processus d'instruction itératif avec des avis de l'autorité environnementale, d'une enquête publique. Donc on a sacrément évolué entre la procédure qui chaque année on déposait juste une demande jusqu'à une évaluation environnementale de ces autorisations. C'est des autorisations qui sont pluriannuelles et qui sont révisées. Alors, la particularité, il faut quand même le préciser, la particularité du sud-ouest du bassin Adour-Garonne, c'est que lorsqu'on a enclenché la réforme des volumes prélevables, le président de la République de l'époque s'était engagé à mettre en place des adaptations pour le territoire, du coup, à l'époque, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Et donc, on a un protocole d'accord qui a été signé 2 ans après la détermination de ces volumes prélevables entre l'État et les chambres régionales d'agriculture d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, qui fait peu ou prou qu'on a des volumes qui sont à peu près de 122 millions de mètres cubes supérieurs à ce qui avait été initialement calculé par les services de l'État en 2009 et qui avait été notifié et qui a fait l'objet d'une assez forte mobilisation d'opposition d'une partie de la profession agricole. Euh, Là, je vous ai mis à titre juste informatif les différents organismes de gestion collective qui existent sur le bassin Adour-Garonne, dont je vous ai dit principalement des chambres d'agriculture, mais aussi on a des coopératives, on peut avoir un conseil départemental, bon, peu importe. Je vous ai mis la carte et puis je vous ai mis les volumes, donc les volumes de 818 millions de mètres cubes à l'étiage, en cours d'eau et nappe d'accompagnement. Et là, je vous ai mis en avant notamment les plus gros consommateurs qui sont les sous-bassins versants où on a effectivement les prélèvements les plus importants que sont l'Adour, la Garonne et Nest et Rivière de Gascogne. Ça, c'est pour avoir une vision un petit peu d'ensemble. Pour terminer sur ces dérogations, parce que c'est quand même une particularité, on a un rapport de 2015 qui a été fait par les experts de l'IGED voilà, qui pointent du doigt, et ça va plutôt de soi, qu'effectivement, ces dérogations qui entraînent des écarts de 122 millions de mètres cubes, ben, finalement, ça a pour conséquence de créer un report de l'atteinte à l'équilibre, puisque finalement, on a accordé, au-delà de ce qui était possible, en incluant des volumes de retenues à construire qui n'ont d'ailleurs pas été construites, ou en tout cas pour une très forte minorité d'entre elles, des volumes qui n'existent pas, et donc on a des prélèvements qui sont encore trop importants, ce qui fait que dans un certain nombre de bassins, notamment le sous-bassin de l'Adour, en Charente également, on a des déficits quantitatifs qui restent importants, des retours à l'équilibre qui sont tardifs, et on a une situation contentieuse notamment en partie avec le mouvement FNE, qui entraîne des annulations, puisque le juge administratif tire les conclusions des principes que je vous ai exposés tout à l'heure, c'est-à-dire principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, et puis il voit bien qu'on a des volumes qui sont supérieurs à la disponibilité de la ressource. Ça, c'est la situation dans laquelle on est.
qui doit vite s'arranger, puisqu'on a, au-delà du cas du Sud-Ouest, on a des obligations de résultat, je vous l'ai dit, vis-à-vis de l'Union européenne, et il faudra que la République française se justifie vis-à-vis de la Commission européenne quant à ces volumes. Ça, c'était sur le volet dérogatoire. Des pistes de solutions pour finir sur quelque chose de plus positif sur la gestion structurelle de l'eau. Alors, je vais vous parler d'un dispositif qui commence à être un peu ancien maintenant, finalement, qui a pris quelque part pris naissance suite à la situation du barrage de Sivens, puisqu'on a tiré quelques leçons du conflit qui était né sur ce projet d'ouvrage hydraulique. Et quelque part, on a, de manière non juridique, c'est quand même important de l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire que c'est un dispositif, le projet de territoire de gestion de l'eau, les PTGE, qui n'entraîne aucun effet juridique sur la délivrance des autorisations. Pour autant, c'est un dispositif qui est mis en avant par les services de l'État et qui doit permettre, du coup, sur la base d'une construction qui a pris quelques années, une première instruction qui conditionnait finalement la délivrance de financements publics des agences de l'eau pour la création de retenues de substitution à la mise en place de ces dispositifs de concertation, de mise autour de la table des différents acteurs du territoire. Et bon, cette instruction 2015, elle a été évaluée. Vous aviez des missions interministérielles, puis une nouvelle instruction de 2019. Je vous ai mis juste la capture d'écran de ce qu'on entend par un PTGE. Donc, c'est cette approche globale, co-construite, à l'échelle d'un périmètre cohérent, où on va mettre autour de la table et on en a quelques-uns, je crois, qui sont présents aujourd'hui, qui pourraient témoigner, mais il faudrait plus que 10 minutes pour témoigner de 8 années de PTGE, mais l'ensemble des usagers. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre, bien entendu, c'est ça qui guide un petit peu mon propos aujourd'hui, le retour à l'équilibre entre les besoins et la ressource disponible. Bon, vous avez eu une instruction qui a apporté quelques compléments en 2023, mais sans grande modification notable, et un guide FNE qui est assez bien fait sur la question. Je crois que sur la partie gestion structurelle, pour essayer de pas trop empiéter, je vais en rester là. Je vous renvoie pour aller plus loin sur le site très bien fait, assez récemment mis à jour de l'OFB sur le cadre réglementaire, mais aussi technique. Vous trouverez tout un tas de documents assez utiles sur le site de l'OFB. Et puis, vous avez aussi, ce dont j'ai pas évoqué aujourd'hui, vous avez une évolution des volumes prélevables et des études relatives aux volumes prélevables qui a fait l'objet d'un décret 2021 complété en 2023. Là, je vous ai mis sous les yeux l'instruction ministérielle. Et donc, on a, pour terminer là-dessus, en ce moment, des stratégies de réévaluation de ces volumes prélevables, et notamment en Adour-Garonne, et notamment dans les sous-bassins où il y a les déséquilibres les plus importants. Donc, c'est des études qui devront prendre fin avant 2027, c'est-à-dire avant l'échéance de la DCE. Voilà pour la gestion structurelle. Bon, on va passer justement à la gestion en période de crise. Je vais laisser la main à Hervé, t'as déjà le partage d'écran sur la Oui, gestion conjoncturelle de l'eau. oui, merci Maëlys. Alors, quelques minutes, je serai un peu moins long sur cette partie. Il y a effectivement un peu moins de matière. Pardon, faut que j'arrête de cliquer. Voilà. Il y a un peu moins de matière pour fixer en tout cas une première approche. Je vais juste peut-être couper les micros qui sont encore en cours pour éviter qu'il y ait un écho ou des bruits parasites. Je crois que c'est bon. Donc la gestion conjoncturelle, qu'on appelle donc également gestion de crise, gestion de sécheresse. Alors, initialement, effectivement, on était dans une situation où on se plaçait sur une période estivale. Dans la pratique, et si on fait un petit retour d'expérience depuis 2022, avec les différentes sécheresses qui ont été assez nombreuses depuis 4 ans, finalement, on voit bien que ce n'est plus limité à des périodes estivales, mais ça s'étend, ça peut s'étendre. Alors, si on prend l'exemple des Pyrénées-Orientales qu'on va pas du tout aborder aujourd'hui, ça peut même s'étendre annuellement. Donc voilà, faut sortir un petit peu de cette logique purement estivale. Dans le code de l'environnement, si on a une approche purement juridique, on a assez peu de textes finalement qui sont applicables, hein. Donc on a un texte législatif que je vous ai mis sous les yeux
qui en gros autorise le préfet à prendre des dispositions et notamment un cadre départemental et interdépartemental et adopter des mesures de restriction sur lesquelles on va revenir dans les prochaines minutes. Et puis on a une définition dans les articles R266 et suivants de ces mesures de réduction, des seuils qu'on va retenir. Euh, Ensuite, outre ce cadre national qui est assez concis finalement dans le Code de l'environnement, on va retrouver un arrêté d'orientation de bassin qui donc par définition habilité pardon assez forte puisque du coup les arrêtés qui seront en deçà donc les arrêtés cadres sécheresse qui sont des arrêtés qui sont soit départementaux soit interdépartementaux devront être conformes avec ces orientations de bassin. On va y revenir et puis ensuite on a et là c'est pas une valeur juridique, c'est pour orienter aiguiller les services de l'État. On a une instruction la dernière en date qui a abrogé la précédente de 2021. Donc on a une instruction du 16 mai 2023 qui encadre la gestion de la sécheresse et elle a d'intérêt que finalement elle inclut un guide, on appelle ça une instruction guide, et donc on a un guide qui est plutôt bien fait, plutôt accessible même pour le grand public sur toute cette architecture réglementaire, sur bien entendu la gouvernance qui est associée à cette architecture réglementaire et surtout qui fixe globalement les grandes restrictions qu'on va pouvoir retrouver. Et puis là, on sort du juridique, on a effectivement un rapport de l'IGED qui est intéressant et qui a nourri, en l'occurrence, cette instruction et qui nourrit aussi les services de l'État. C'est un retour d'expérience de la sécheresse de 2022 et qui voilà, met en avant finalement la vulnérabilité avec laquelle, rien que déjà en 2022, on a plus de voilà, 1000 communes qui ont connu des déficits importants, avec des transports par camion-citerne, distribution parfois de bouteilles, puisqu'on n'avait plus la possibilité d'alimenter certains villages, avec des conséquences importantes, bien entendu, et un peu moins documentées là encore sur les milieux naturels et sur des habitats naturels et des espèces piscicoles, et puis aussi des conséquences, bien entendu, sur le système agricole. Donc un rapport intéressant, ne serait-ce que sa synthèse et ses recommandations à lire. La gestion conjoncturelle, donc, là, on l'a déjà dit quelque part, l'objectif de cette législation et de cette réglementation, c'est assez simple, c'est de limiter autant que possible les effets de la sécheresse, mais surtout d'empêcher l'atteinte de ce qu'on appelle le niveau de crise, puisque là, du coup, on va finalement, si on devait résumer un petit peu ce cadre réglementaire, on le résumerait avec ce tableau et ces quatre couleurs, puisque c'est à l'intérieur de ce cadre-là et de ces échelles de gravité qu'on va fixer des niveaux de restriction qui vont être plus ou moins importants. Ce qui est aussi important d'avoir à l'esprit, puisque maintenant vous savez de quoi il s'agit, c'est que le préfet, lorsqu'il va approuver soit un arrêté cadre ou des mesures de restriction de manière temporaire et ponctuelle, il doit toujours être guidé par l'obligation de satisfaction des besoins prioritaires, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser perdurer des prélèvements domestiques, agricoles, énergétiques ou autres et mettre en péril des besoins prioritaires que sont notamment l'alimentation en eau potable. Donc ce sera toujours l'alimentation en eau potable qui devra présider et qui devra être au-dessus de toutes les autres formes de prélèvement. Euh, donc on a quatre niveaux de gravité, mais je pense que maintenant, avec notamment les différents épisodes de sécheresse qu'on a connus en 2022-2023 notamment, on connaît à peu près ces couleurs, on sait qu'il y a un seuil de vigilance qui se traduit principalement par la communication et la sensibilisation, et puis on rentre, entre guillemets, un petit peu dans le dur à partir du seuil d'alerte, avec des premières mesures de restriction des usages. Je vais vous citer quelques exemples, mais j'ai pas pour vocation à vous exposer par type d'usager toutes les mesures de restriction qu'on peut prendre, mais on va, voilà, de manière crescendo, aggraver ces mesures de restriction lorsqu'on va passer ces différents seuils d'alerte jusqu'au seuil de crise, où là, finalement, sauf quelques dérogations près, on va avoir des interdictions de prélèvement, d'arrosage, de remplissage de piscine, si on prend un exemple domestique
qui vont s'étendre à l'ensemble de la population concernée, puisqu'on est sur des territoires et des périmètres géographiques qui sont cohérents. L'architecture que je décrivais tout à l'heure, je vous la mets un petit peu plus précisément sous les yeux, mais je vais la survoler. On a donc à l'échelle régionale, on a un arrêté d'orientation de bassin qui date de 2023, si je me trompe pas, qui va fixer les grandes conditions pour le déclenchement des mesures de restriction, avec la définition d'un certain nombre de dispositions qui vont se décliner dans tous les arrêtés préfectoraux, dans les arrêtés cadres interpréfectoraux, qui va définir les mesures de restriction, qui va aussi fixer des délais maximum de réactivité pour adopter des mesures de restriction, parce que finalement, l'enjeu il est aussi souvent là, on va constater sur le terrain, on va y revenir, de quelle manière on peut constater, mais c'est à partir de ces constatations, dans quel délai il va falloir approuver des mesures de restriction, effectivement, pour essayer d'être le plus réactif possible. Cet arrêté d'orientation, il doit être strictement respecté par les arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. Donc, je vous ai mis, vous avez un petit peu la répartition de ces arrêtés sur la carte du bassin de Garonne à droite. Lui, il va rentrer dans le détail des zones d'alerte et des communes correspondantes, des stations de mesure qui vont permettre de savoir si on dépasse ces seuils. Et puis, il va fixer les conditions d'adaptation de ces mesures, notamment par les différents usagers. Puis ensuite, sur la base de cet arrêté cadre, on va avoir euh, par, euh, par le préfet et par ses services qui vont se réunir régulièrement en période de crise, je ne vais pas dire tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine lorsqu'on est dans des situations les plus tendues, pour constater les conditions de franchissement et puis ensuite pour acter le déclenchement d'une mesure de restriction, donc de l'alerte renforcée ou de la crise. Et vous avez, je vous ai mis le lien à la fin des slides, mais vous avez maintenant un site internet qui est plutôt bien fait, hein, qui s'appelle Vigo et qui permet à toute personne, que ce soit un individuel, une personne physique pour l'arrosage de son jardin, mais aussi si vous êtes un professionnel, une collectivité, un exploitant agricole, de connaître en temps réel les restrictions qui sont applicables sur votre territoire, puisque comme souvent, malheureusement, on avait un déficit d'information quant à la règle environnementale qui était opposable. Et donc maintenant, avec ce site, cette application, vous pouvez en quelques secondes savoir exactement quelles sont les règles applicables sur votre territoire et sur le périmètre hydrographique qui est concerné. Donc après, en termes de mesures de restriction, on va retrouver des choses assez classiques qui vont être contrôlées par des services compétents qui font partie de la police de l'environnement. Donc on va avoir des opérations de contrôle qui vont être menées par des agents de l'Office français de la biodiversité, mais aussi par des agents de la direction départementale des territoires qui sont tous deux compétents sur ce type de réglementation et qui vont pouvoir, notamment dans le cadre d'un plan pluriannuel de contrôle, donc la mission interservice qu'on appelle la MISEN, ou qui va dédier un certain nombre de jours chaque année pour qu'on ait des opérations de sensibilisation, mais aussi de verbalisation dans certaines situations, lorsque on est dans des seuils d'alerte renforcée de crise avec des non-conformités. Donc, typiquement, là, je crois la photo qu'on a sous les yeux, c'est les stades où il y a certaines collectivités qui ont mis peut-être du temps à comprendre effectivement qu'il n'était plus possible d'arroser certains stades lorsqu'on dépassait les seuils de gravité. C'est la même chose sur la profession agricole, mais aussi les arrosages de jardins, remplissage de piscines, etc., où voilà, on peut constater des non-conformités. Donc là, c'est le cadre global qu'on va retrouver dans la circulaire guide que je vous ai remis sous les yeux. On va retrouver aussi un cadre un peu global pour l'irrigation, en fonction de si c'est une irrigation par aspersion, par système, soit de goutte à goutte, ou alors avec des productions spécifiques où on va avoir un régime qui est plus souple. Et puis aussi avec la prise en compte, et là c'est un peu plus complexe, d'avoir des systèmes de restriction qui est directement intégré dans l'organisme unique de gestion collective dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ça, je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais globalement, pour avoir l'idée d'ensemble, vous avez à peu près l'architecture. Et donc là, je vous ai mis juste un exemple sous les yeux d'un arrêté gersois qui constatait le dépassement du seuil de crise et donc qui a approuvé du coup
la mesure d'interdiction totale de prélèvement, là en l'occurrence après fermeture de la réalimentation, bon, peu importe le détail, mais en tout cas, ça prend la forme d'un arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs, mais qui est surtout publié maintenant sur le site Vijo là, qu'on a sous les yeux. Pour terminer, peut-être sur les zones d'alerte, donc on a dans les arrêtés cadres interdépartementaux des zones d'alerte qui permettent de définir des unités hydrologiques qui sont cohérentes au sein de chaque département et dans laquelle on va fixer des seuils. Et donc, pour les eaux superficielles, c'est important de rappeler que ça prend aussi en compte la nappe d'accompagnement qui va avec la masse d'eau superficielle. Et ensuite, vous avez aussi des restrictions qui sont bien entendu applicables au prélèvement en eau souterraine. Sur la caractérisation de l'état de la ressource, là, on a des situations qui sont très disparates. Bien entendu, vous pouvez avoir des seuils de mesure qui sont déjà intégrés dans le cours d'eau, principalement sur les plus gros cours d'eau, où là, ça va être plus facile de constater bah, finalement le débit de la rivière en question ou alors du piézomètre si on est effectivement sur une nappe phréatique qui dispose de ce dispositif. Mais après, on a aussi des possibilités complémentaires avec des observations de terrain, notamment des agents de l'Office français de la biodiversité sur un réseau qu'on appelle un réseau ONDE, qui est lui aussi accessible au grand public. On prend en compte aussi les prévisions hydrométéorologiques puisque on a de plus en plus de données et puis s'ajoute à ça de la connaissance. Donc tout ça pour dire que on essaie d'anticiper aussi en fonction des phénomènes météorologiques la situation à venir. Donc il peut y avoir des débats aussi par rapport à ça, sur le déclenchement ou non des seuils d'alerte renforcée de crise en prenant en compte la météo. Mais voilà, c'est une analyse multifactorielle, mais bien entendu, la première source d'information, c'est le débit du cours d'eau si on est sur une masse d'eau superficielle. Et pour terminer, comme ça j'aurais pas trop dépassé, on a une gouvernance bon, qui est censée être résumée sous l'infographie que vous avez sous les yeux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des comités départementaux qui ont des noms très différents d'un département à l'autre. Dans le cadre national, on appelle ça un comité ressources en eau. En Haute-Garonne, on appelle ça comité de l'eau. Donc, on réunit les acteurs départementaux une fois avant la saison et plusieurs fois durant la période d'étiage et de sécheresse. On réunit effectivement services de l'État, bien entendu préfets, collectivités, associations de protection de l'environnement, de pêcheurs et autres pour aborder justement ben, les seuils de déclenchement, les éventuelles révisions des arrêtés cadres interdépartementaux et sur l'opportunité, bien entendu, d'approuver ces mesures de restriction. Voilà le cadre dans lequel s'inscrit la gestion conjoncturelle de l'eau actuellement en France, en l'espace d'une quinzaine de minutes. Et j'allais oublier, ne pas oublier quand même la gestion du coup conjoncturelle, mais des installations classées, donc les activités industrielles qui consomment une quantité d'eau assez importante, puisque la particularité, c'est que finalement, ces installations, jusqu'à 2023, là, un arrêté du 30 juin 2023, avait été assez peu finalement soumis à ces mesures de restriction. Et donc, on a un arrêté ministériel qui vient déterminer une réglementation qui est parallèle à celle que je viens de vous exposer et qui s'applique spécifiquement à ces installations industrielles qu'on appelle des installations classées. Donc là, ça va aller assez vite, puisque finalement, le cadre est le suivant. C'est uniquement applicable pour des installations classées qui sont soumises à des seuils administratifs qui sont les plus importants, donc administration et enregistrement, qui ont un prélèvement total annuel qui est supérieur à 10 000 mètres cubes d'eau. Donc ça prend déjà, on réduit à uniquement ces installations-là. On en exclut un certain nombre. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette slide-là. Tout ce qui est lié au captage, au traitement de l'eau potable, minérale, de la ressource, tout ce qui est lié aux établissements de santé, une grande partie de la transformation agroalimentaire, production énergétique, production de médicaments, une partie du traitement de déchets. Euh, donc ça en enlève un certain nombre. Et ensuite, on va aussi exclure les installations suivantes, celles qui ont réduit d'au moins 20% leur prélèvement depuis 2018 par rapport à une donnée de référence. Ensuite, on a celles qui utilisent au moins
dans leur process 20% d'eau réutilisée, ce qu'on appelle la réhute, ce qui est quand même assez rare sur le territoire français à l'heure actuelle. Et ensuite, les nouvelles installations classées qui sont autorisées depuis le 1er janvier 2023. Donc vous voyez que déjà, on a un certain nombre d'installations qui sont exemptées de l'application de cette réglementation. Donc c'est une réglementation qui a vocation à évoluer nécessairement, surtout avec la répétition des phénomènes de sécheresse. Donc finalement, et je termine vraiment là-dessus, on a des installations qui sont soumises à des seuils et donc des réductions des prélèvements qui sont fixés, que vous avez donc sous les yeux, c'est-à-dire que dès qu'on a un seuil d'alerte, c'est moins 5%, puis moins 10% en alerte renforcée, et enfin moins 25% en seuil de crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet arrêté ministériel modifié, on a aussi donné la possibilité à l'autorité administrative de s'adapter aux circonstances locales. Donc, on peut espérer, plutôt dans ce sens-là, qu'on ait des prélèvements, des réductions qui soient plus importantes sur les installations les plus consommatrices d'eau, là où il y a le plus de tension, notamment sur des cours d'eau. Moi, je vous ai mis juste un exemple. Voilà, ça prend la forme d'un arrêté préfectoral complémentaire. Et donc là, c'est la papeterie de Saint-Gaudens qui s'appelle Fibre Excellence, qui est une grosse consommatrice d'eau de la Garonne, puisqu'elle prélève annuellement jusqu'à 21 millions de mètres cubes d'eau. Donc là, on voit que en mètres cubes par heure, finalement, on a une réduction qui va jusqu'à peu près, jusqu'en seuil de crise, jusqu'à 30% de son autorisation initiale. Donc on passe de 3000 à 2100 mètres cubes par heure de prélèvement autorisable. Voilà comment ça se traduit pour les installations classées, mais ça peut nécessairement, comme je dis, évoluer en fonction des circonstances locales et des situations de crise. Des informations pour aller plus loin. Vous avez des bulletins du coup de la situation hydrologique des BSH qui sont accessibles sur le site de l'Adréal. Donc là, à une échelle de bassin, mais vous avez aussi des bulletins qui peuvent être faits par les DDT qui sont parfois mis à disposition, en tout cas en comité de l'eau, et parfois même sur les sites des préfectures. Vous avez le fameux site Vigo où là, vous avez en temps réel les mesures de restriction, donc le site à connaître, et ensuite la fameuse circulaire évoqué tout à l'heure, le guide circulaire où vous avez l'ensemble de l'architecture administrative et réglementaire de gestion conjoncturelle. Et j'ai terminé. Ok. Euh, donc, je vous parle d'un dispositif qui est récent, mais qui s'inscrit dans un historique qui est ancien, qui est celui du soutien des tiages. Euh, il y a une appellation un petit peu barbare qui a un peu perduré dans l'élaboration de ce projet. C'était le nouveau modèle économique de soutien des tiages. Et comme le disait Maïlis tout à l'heure, à l'instant, c'est plutôt maintenant un dispositif d'accompagnement financier au soutien des débits. Euh, Juste pour rebondir sur la présentation qui était tout à fait en début de cette soirée, euh, le soutien des débits ou soutien d'étiage ou réalimentation de cours d'eau, c'est un dispositif qui s'inscrit dans un panel d'actions que le comité de bassin a retenu au titre de sa stratégie relative à la gestion quantitative. Cette stratégie, qui date déjà d'il y a quelques années, vise à se donner de la perspective d'ici 2050 et au regard de l'évaluation qu'on a pu faire du déficit que l'on allait potentiellement atteindre à cette échéance-là, euh, de l'ensemble des actions qui pouvaient être menées pour participer à combler, ne serait-ce que partiellement, ce déficit. Et donc, dans cette stratégie, on a un panel d'actions qui vont des économies d'eau, l'agroécologie, aux solutions fondées sur la nature, etc. Et parmi ces actions, on a également le soutien des tiages, donc par la mobilisation d'ouvrages hydroélectriques, et j'y reviendrai, ou par la création ou la rehausse d'ouvrages existants, et on y reviendra également. Donc on s'inscrit bien dans cette double perspective enfin de cette perspective de l'horizon 2050, du fait que on est dans un déficit qui va avoir une nette tendance à s'amplifier par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, et une action qui s'inscrit dans un panel d'actions, et on se doit de les mettre toutes en œuvre puisque toutes vont contribuer au même objectif, et que chacune d'entre elles prise isolément sera insuffisante à régler le problème
qui est en face de nous. Alors, juste pour illustrer un peu ce qu'est le soutien d'étiage à l'heure actuelle, sur cette carte, vous avez les axes réalimentés. Donc, toutes les rivières ne font pas l'objet d'une réalimentation sur le bassin d'Eau-Garonne. Sur le bassin d'Eau-Garonne, on pourrait dire qu'il y a deux spécificités par rapport à nos voisins, par exemple, tels que Loire-Bretagne et Seine-Normandie ou Rhône-Méditerranée-Corse. La première spécificité que j'ai mis en tant que handicap, entre guillemets, c'est que on est un bassin qui ne dispose pas de grands ouvrages structurants. Sur la Seine, vous avez cinq gros ouvrages qui font globalement 800 millions de mètres cubes. Sur la Loire, vous avez deux gros ouvrages qui font 300 millions de mètres cubes. Donc, ces infrastructures qui sont souvent nées dans les années 70-80 n'ont pas été mises en place sur le bassin de Longueuil. Donc, on fait sans ça. Par contre, on a un atout entre guillemets, c'est qu'on est un bassin aussi très équipé, mais plus historiquement, de façon plus ancienne, par un grand parc hydroélectrique. Et à ce titre-là, sur le bassin d'Haut-Garonne, il y a de l'ordre de 2300 millions de mètres cubes stockés dans des ouvrages hydroélectriques. En règle générale, petit stock haute chute sur les Pyrénées et gros stock basse chute sur le Massif central pour faire très schématiquement. Et donc, le handicap qu'on avait en moyen de stockage fait que on s'est rapproché des hydroélectriciens pour mobiliser ces stocks hydroélectriques en vue de faire de la réalimentation de cours d'eau, du soutien d'étiage. Alors, avec quelques handicaps, d'une part, ça se fait pas gratuitement et on y reviendra également. Et puis quelques contraintes de technique et de gestion, c'est-à-dire que ces ouvrages dits hydroélectriques sont pas des ouvrages qui sont conçus pour faire le soutien d'étiage et parfois on a euh, des choses que l'on souhaiterait faire parce qu'on considère qu'on a un gros stock, mais ce gros stock il n'est pas mobilisable avec des débits d'injection tels qu'on en aurait besoin pour assurer cette mission de soutien d'étiage. Et voilà en quelques mots sur quoi le dispositif de réalimentation repose aujourd'hui sur le bassin d'Eau-Garonne. Et souvent, il s'est construit dans le temps. Donc, il s'est construit dans le temps selon les opérateurs locaux. Donc, j'ai parlé des hydroélectriciens, mais également des EPTB ou des opérateurs tels que ex-CACG et Riveo aujourd'hui. Avec également, en termes d'historique, et on y reviendra aussi, des recouvrements des coûts et donc la mise en place de tarification qui s'est également échelonnée dans le temps et qui sur certains territoires reste à faire. Bref, on a un dispositif qui est un petit peu construit dans le temps, un peu hétérogène et juste pour l'illustrer de façon très schématique, mais même si cette diapo est maintenant un peu ancienne, cette disparité, c'est la disparité entre les ouvrages qui sont mobilisés pour faire ce soutien à l'étiage. C'est soit des ouvrages réellement dédiés à ça, des barrages de réalimentation, soit des ouvrages hydroélectriques, soit un mixte des deux. Donc on a cette variabilité sur les territoires. Et ce que cette diapo montre aussi, c'est la variabilité des moyens qui ont été mis en œuvre pour financer ce service. Alors je parle pas là des moyens qui ont été mis en œuvre pour financer les ouvrages au moment de la création, mais bien pour assurer le fonctionnement du service. Et on a des secteurs sur lesquels ce fonctionnement du service repose totalement sur la tarification auprès des usagers. Dans d'autres cas, il y a absence totale de tarification auprès des usagers et un financement qui repose sur des contributions publiques. Donc, hétérogénéité technique, mais aussi hétérogénéité d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue recette mise en œuvre. Le travail qu'on a mené donc dans ce qu'on a appelé ce nouveau modèle économique s'inscrit dans ce calendrier-là. J'y reviens pas dans le détail. Première réflexion issue de cette stratégie de bassin, issue de notre comité de bassin en 2021 et qui a abouti finalement à un dispositif qui a été proposé à nos instances, notre conseil d'administration début 2025 et qui est mis en œuvre pour la première fois lors de la campagne 2025. Euh, Entre guillemets, le cahier des charges de cette réflexion est visé à répondre à un grand nombre de questions. Je les ai synthétisées ici, mais
Le premier, c'est on est dans un dispositif financier. Un dispositif financier nécessite que on soit juridiquement assuré que le cadre dans lequel on travaille et on opère soit correct, ne serait-ce que d'un point de vue des règles européennes qui s'appliquent, notamment par exemple dans le flux financier qui nous intéresse entre l'agence qui finance un opérateur tel qu'un EPTV et qui lui-même va avoir un dispositif contractuel avec EDF pour pouvoir mobiliser ses stocks. Un deuxième sujet également financier, c'est peut-être pour ces deux raisons-là qu'on parlait de modèle économique, c'est que dans beaucoup de secteurs, alors non pas hydroélectriques, mais on va plutôt dire les secteurs reposant sur des ouvrages dédiés, il y avait une question de fond sur comment assurer correctement le financement de la maintenance et du renouvellement des ouvrages hydroélectriques. Ces ouvrages, pardon, pas ouvrages hydroélectriques, ouvrages hydrauliques. Ces ouvrages, pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, ils ont plusieurs dizaines d'années. Cette maintenance renouvellement qui aurait dû être réalisée a probablement été insuffisante et on se pose des questions depuis une bonne dizaine d'années maintenant sur comment assurer la pérennité du service via la pérennité des infrastructures. Et c'était notamment un des gros enjeux du transfert de la concession Nest de l'État vers les régions. Mais ce cas, on va dire système Nest, n'est pas un cas isolé. C'est une question auquel les gestionnaires sont systématiquement confrontés. Euh, une troisième question, c'était un peu l'arbitrage entre qui paye quoi et qui paye pourquoi. Comme je le disais, en général, les infrastructures à l'origine ont été financées en totalité par des finances publiques. Le service, lui, donc le fonctionnement, l'exploitation, la maintenance et le renouvellement, repose en règle générale sur la tarification, mais pas seulement. Si c'est pas seulement, ça nécessite quand même d'avoir une réflexion sur ce qui légitime le financement public et notamment est-ce qu'on peut évaluer, dimensionner et donner un ordre de grandeur technique, ne serait-ce que technique, sur le fait qu'il y a un service environnemental derrière ce soutien des débits et donc le fait qu'on puisse mobiliser des financements publics pour l'assurer. Un quatrième sujet qui est un peu en écho à ce que je disais tout à l'heure sur l'hétérogénéité des dispositifs, c'est que l'objectif de la démarche était aussi de redonner un peu de cohérence d'ensemble, d'appliquer des règles, des règles communes, de trouver des règles communes et de les appliquer, et d'assurer une espèce de mode de financement qui soit le plus homogène possible, même si ça va encore nécessiter un petit peu de temps pour faire converger tout ça. L'autre sujet, mais je passe très vite, c'est qu'on était au niveau agence de l'eau dans la propre réflexion sur notre 12e programme d'intervention sur 2025-2030. Et donc, c'est l'occasion de réfléchir sur ce dispositif était l'occasion de l'intégrer dans ce nouveau programme d'intervention. Enfin, les deux autres sujets sont plutôt, d'une part, un sujet plus prospectif. L'idée, c'est comme vous pouvez le comprendre au travers du sujet que j'ai abordé d'assurer la maintenance et le renouvellement des infrastructures, il y a déjà un premier sujet qui est d'assurer la pérennité du service actuel. Mais au-delà de ça, un de nos objectifs était aussi de nous donner des perspectives pour le futur sur le développement de moyens possibles en termes de soutien à l'étiage à un horizon 2030-2050. Et enfin, dernier sujet, non des moindres, comme il y a une part du sujet, une part des solutions qui repose sur les ouvrages hydroélectriques, on avait une espèce d'impasse juridique liée au fait qu'on a un vieux contentieux, très contentieux en tout cas européen entre la France, l'État français et l'Europe sur le renouvellement de ces concessions hydroélectriques et très contentieux qui faisait que sur les concessions qui arrivaient en fin d'échéance concessive, on avait plus la possibilité de rebâtir de dispositifs, de recaler les règles qu'on allait fixer dans le cadre de cette nouvelle concession, et notamment, à travers ces règles, au-delà de la stricte activité hydroélectrique, c'était potentiellement la renégociation de volume dédié au soutien des débits.
Dans cette étape-là, c'est un mot qui est apparu dans une diapo précédente, mais j'ai sauté par-dessus. Euh, En 2021, parallèlement à nos réflexions bassin, le préfet de bassin a sollicité une mission conjointe du SGAIR et de ce qui est actuellement l'IGEDD sur la mobilisation des retenues hydroélectriques pour le soutien étiage sur le bassin d'Our-Garonne. Quelle était la question? On va dire pour faire schématiquement, je vous ai dit qu'on avait 2 milliards 300 millions de mètres cubes stockés dans les ouvrages hydroélectriques. On avait, il y a, on va dire au début des années 2020, de l'ordre de 160 millions de mètres cubes mobilisés au sein de ces 2 milliards 3. On va considérer que le volume a déjà évolué, mais la question était jusqu'où on peut aller au bénéfice du soutien étiage, sans pour autant considérer que ça va induire un impact important sur le volet strictement productif de l'hydroélectricité, sachant que ces ouvrages hydroélectriques sont prioritairement réalisés pour ce rôle de production d'énergie renouvelable. Et donc, pour résumer très succinctement, le rapport Le Cause indique que sous certaines conditions, donc des conditions qui vont effectivement être nécessaires de lever au fur et à mesure de l'avancée de nos réflexions, on peut considérer qu'il y a un doublement possible du stock mobilisable au sein de notre bassin d'Haut-Garonne et de passer jusqu'à environ 320 millions de mètres cubes mobilisables pour ce soutien d'étiage. En rapport donc avec la première diapo, je vous indiquais quelle était potentiellement la partie soutien d'étiage qu'on pourrait mettre à contribution pour réduire le déficit à venir lié aux impacts du changement climatique. Donc on a travaillé sur les axes alimentés qui sont présentés ici, qui sont les principaux axes du bassin, mais on n'a pas fait un travail exhaustif. On a travaillé sur un stock qui représente aujourd'hui un petit peu moins de 400 millions de mètres cubes. Au sein de ces 400 millions de mètres cubes, on en a une petite moitié qui est mobilisable au sein des ouvrages hydroélectriques et on a évalué sur le bassin, sur l'ensemble de ces axes réalimentés, que le coût durable, c'est-à-dire le coût d'exploitation de ces ouvrages, ainsi que ce qu'il faudrait réaliser en termes de maintenance et de renouvellement, représenterait de l'ordre de 25 millions d'euros par an. Ça, c'est l'état actuel et les projections que l'on envisage pour 2030, c'est de pouvoir faire du plus de 37 millions de mètres cubes d'ici 2030. C'est plus 37 millions de mètres cubes, c'est surtout sur le sous-bassin de la Garonne et c'est surtout essentiellement via la mobilisation d'ouvrages hydroélectriques. Et à plus long terme, on pourrait faire 140 millions de mètres cubes en plus. Et là encore, sur ces 140 millions de mètres cubes, il y a une grande part d'ouvrages hydroélectriques, mais il y a aussi d'autres opérations comme des opérations récentes telles que la Réos de Saint-Giraud, à titre d'exemple. Au-delà de ces projections, les apports des réflexions qui ont été menées sur quelques années, là, de 2022 à 2024, sont les suivantes. On a réalisé, un des bureaux d'études qui nous a accompagnés a réalisé des modélisations qui permettent d'apprécier ce qui est la part du soutien d'étiage qui a contribué à résorber le déficit par rapport au DOE une fois déduit la compensation des prélèvements, pour pouvoir ensuite indiquer axe par axe et sur des moyennes interannuelles ce que sont les contributions de ces soutiens d'étiage, d'une part à des vocations, on va dire, sécurisation d'usage, d'une part, donc irrigation notamment, mais pas exclusivement, et enjeu environnemental d'autre part, c'est-à-dire la satisfaction du DOE et donc derrière le DOE du bon état des eaux. Une fois que le sujet compensation des prélèvements a été traité. Ce volet, entre guillemets, environnemental du soutien à l'étiage, il est très variable, sa proportion est très variable d'une année sur l'autre et d'un territoire à l'autre.
vous avez quelques exemples ici. En moyenne interannuelle, la contribution du soutien étiage d'un point de vue environnemental, c'est de l'ordre de 36% du volume mobilisé sur la Charente, avec les deux ouvrages Lavaux et Mache-Chaban, 43% sur le système Nest et 62% sur la Garonne. Si on se situe à Portée, ça c'est moins en amont, moins en aval. Voilà. Donc voilà quelques ordres de grandeur de ce que ça peut produire. Euh, les scénarios prospectifs, ils nous donnent de la volumétrie à horizon 2050. Pour autant, on sait très bien que, ça a déjà été évoqué d'ailleurs, euh, même si on fait les 850 millions, ils sont insuffisants par rapport au déficit tel qu'il est évalué aujourd'hui de 1 milliard ou 1 milliard 2. Euh, on va probablement avoir un exercice de réévaluation de ces déficits à horizon 2050 puisqu'on a de nouveaux outils tels que Explore 2. Et il n'est pas impossible que ces nouveaux résultats soient pas très favorables et nous incitent à avoir des estimations encore plus pessimistes. Bref, une fois qu'on a un stock mobilisable pour faire du soutien à l'étiage, à horizon 2050, il faudra se réinterroger et se dire que ce qu'il se pratique aujourd'hui n'est pas forcément ce qui pourra se pratiquer demain et qu'il y aura de nouveaux arbitrages à faire entre ce soutien d'étiage, en quoi il contribue à la compensation des prélèvements et en quoi il contribue à des enjeux environnementaux. Et derrière ces enjeux environnementaux, on aura un autre sujet qui va pas être simple non plus à régler, c'est celui d'une réflexion sur ce que seront nos futurs DOE. Les DOE actuels sont en général basés sur l'hydrologie telle qu'on l'a observée dans le passé. Si l'hydrologie s'effondre de 50% d'ici 2050, et il y a déjà une partie du chemin qui est déjà commencé, il est tout à fait possible que nos objectifs environnementaux ne soient plus atteignables dans le futur. Bref, il y a des sujets qui ne sont pas simples et qu'il faudra s'atteler à régler pour les décennies à venir. Mais en tout cas, disposer de ces stocks et dire que ces stocks sont gérés d'un point de vue par des entités qui sont des collectivités et qui peuvent gérer ces arbitrages sur les objectifs futurs de ces stocks et de cette gestion, c'est un sujet très important. À travers l'évolution de ce stock, bien sûr, il va y avoir une évolution du coût. Donc, ça va poser la question de ce que seront nos modèles économiques pour assurer la robustesse financière de ce dispositif avec les contributions publiques d'une part, mais la tarification d'autre part. Et dernier point, le sujet juridique. Euh, on a les directions des affaires juridiques des trois ministères en charge de l'écologie, de l'économie et de l'agriculture qui nous ont donné une analyse sur la possibilité de considérer le soutien d'étiage comme un service non économique d'intérêt général, si tant est que ce soutien d'étiage est mobilisé pour répondre à les objectifs du SDAGE et donc est piloté pour tenir les DOE au point nodaux de notre SDAGE. Ce qui nous permet d'assurer le cadre un peu juridique du financement public de ce dispositif qu'on a transposé dans notre 12e programme, qu'on avait dimensionné il y a un an de ça, un petit peu plus d'un an de ça, à hauteur d'une maquette financière de 10 millions d'euros par an sur ce dispositif. Parallèlement à tout ça, j'ai évoqué tout à l'heure le problème du renouvellement des concessions hydroélectriques qui restait il y a encore un an un sujet prégnant, qui est en train de se résoudre à travers une proposition de loi qui a été présentée à l'Assemblée nationale en février, qui doit être au Sénat à l'heure actuelle, qui vise à passer d'un dispositif concessif à un dispositif d'autorisation, avec des ouvrages qui resteront néanmoins propriété de l'État, et dispositif dans lequel il est bien dit que c'est la finalité principale de cette proposition de loi, c'est de sortir du précontentieux européen et de permettre aux hydroélectriciens de refaire de l'investissement dans ces ouvrages hydroélectriques, mais les enjeux environnementaux ne sont pas perdus pour autant. Et il est bien indiqué que dans cette réflexion et des autorisations qui seront soumises, il y a bien la réflexion sur la contribution de ces ouvrages au titre du soutien à l'étiage qui sera à prendre en compte.
Donc pour finir, je vous présente juste le dispositif d'aide tel qu'il a été élaboré en 3 diapos. J'ai presque fini. J'ai peur d'avoir un peu dépassé le temps qui m'était imparti. Euh, Premier pavé, des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avoir coché pour pouvoir bénéficier de cette aide au soutien des débits. Comme je le disais tout à l'heure, le cadre juridique, c'est le service non économique d'intérêt général, assis sur le fait que on a un pilotage qui vise des DOE. Donc, le dispositif d'aide ne s'applique que aux gestionnaires qui pilotent leur soutien étiage pour viser des DO d'usage. Deuxième principe, c'est le respect des volumes prélevables et autorisations uniques pluriannuelles. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Troisième considération, c'est disposer d'une tarification sur les axes réalimentés, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc là, vous avez sur la carte à droite le bassin d'Our-Garonne avec les axes réalimentés. En vert, ce sont les axes alimentés sur lesquels la tarification est en cours, et en rouge, là où la tarification n'existe pas encore. Et donc, il s'agit de la Drône, du Lot et Tarn-Aveyron, secteurs sur lesquels la mise en place de la tarification, les études préalables à la mise en place de cette tarification sont en cours ou vont démarrer. Ce que je vous ai mis comme information aussi, alors c'est peut-être à prendre un peu avec des pincettes parce que c'est un calcul que j'ai réalisé moi-même sur des bases homogènes en termes d'autorisation et de prélèvement, mais c'est le niveau de tarification qui s'applique aujourd'hui par les gestionnaires sur ces axes réalimentés. Charente, Système Nest, Drô, Adour et Garonne, ça vous donne les ordres de grandeur des tarifications qui sont appliquées sur ces secteurs, sachant que sur Nest et Adour, ce sont des tarifications qui ont été révisées très, très récemment. Et sur d'autres secteurs comme Charente et Garonne, des tarifications qui vont prochainement faire l'objet de révision également. Donc ça, c'est les conditions d'éligibilité. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour pouvoir entrer dans le dispositif? Ensuite, il y a l'assiette de l'aide. L'assiette de l'aide, pour faire simple, ce sont les coûts liés au soutien des débits. Ce sont des coûts, on va dire, d'animation, de réflexion préalable à la définition des commandes qu'il va falloir passer en termes d'ouverture de vannes. Et puis, il y a des coûts d'exploitation, de maintenance et de renouvellement de ces ouvrages. Euh, c'est D'une part, ce sont des coûts, on va dire, exploitation, maintenance, renouvellement lorsque ce sont des ouvrages dédiés. Et lorsque ce sont des ouvrages hydroélectriques, ce sont des coûts liés aux dispositifs contractuels qui sont passés entre EDF et le gestionnaire, sachant que ce dispositif contractuel repose sur un calcul de coûts qu'on appelle le partage des charges. Et dans ce partage des charges, ce sont bien de la même façon des coûts d'exploitation, de maintenance et de renouvellement, et EDF qui, via une modélisation, indique quelle est la part qui relève de la pure activité hydroélectrique et la part qui relève du gestionnaire de soutien des débits. Donc on est dans des dispositifs différents, mais dont l'esprit est à peu près le même. Et à ces assiettes, ensuite, on affecte un taux d'aide. Alors le taux d'aide est de 50% sur l'animation et tout le reste, exploitation, maintenance, renouvellement, on a un taux de base de 20% et ensuite des majorations possibles, des bonifications possibles, suivant des objectifs de moyens, c'est-à-dire que les moyens mis en œuvre en termes de pilotage par le gestionnaire, des objectifs de résultats, alors pas les objectifs de résultats, plutôt les résultats obtenus au titre de la gestion, non-franchissement de débit de crise, satisfaction de DOE, efficience des lâchers, répartition à l'intérieur de la campagne pour s'assurer que les lâchures ne sont pas que en juillet-août, mais qu'on a bien une gestion qui intègre l'ensemble de la période d'étiage et qui va jusqu'en octobre, etc. Et un dernier volet en termes de bonification qui est en complément
de, du dispositif de soutien des débits lui-même et pour inciter les gestionnaires à aller au-delà de cette réflexion de, on va dire, hydraulicien, les inciter à aller dans un programme de sobriété et de préservation de la qualité de l'eau qui intègre un volet de sobriété qui peut intégrer et qui devrait intégrer un volet notamment transition agroécologique. Donc inciter ces gestionnaires à s'impliquer dans ce domaine, sobriété et transition agroécologique, euh, et en accompagnement des autres démarches qui existent sur le territoire et qui sont déjà animées, soit par un EPTB, soit par une clé de sage, soit dans le cadre d'un PTGE. Juste pour finir, voilà les secteurs sur lesquels le soutien étiage a fait l'objet d'engagements d'aide. Donc, on a bien effectivement de l'ordre de 10 millions d'euros qui ont été engagés en 2025 pour un volume mobilisable de 362 millions de mètres cubes sur Lot, Tarn-Aveyron, Garonne, Charente, Dreux, Adour, Système Nest et Touchelouge et Ersemort. Ça, ce sont les chiffres au moment de l'engagement des aides, c'est-à-dire avant la campagne. On commence à mobiliser les gestionnaires pour disposer des éléments de bilan qui vont nous donner non plus le volume mobilisable, mais le volume réellement mobilisé, et à travers ce volume réellement mobilisé, l'effectivité des dépenses qui ont été engagées et qui vont probablement amener à faire des réductions d'aide si l'ensemble du stock mobilisable ne l'a pas été, notamment sur Garonne et Tarn-Aveyron concernant la mobilisation des stocks EDF.